bonsoir et bienvenue au 20h d'Évasion Guinée. Tout de suite, les titres de cette édition d'information. La formation des maîtres formateurs des partis politiques se poursuit à Conakry. Après les partis de l'opposition, ceux de la mouvance vont recevoir à leur tour des notions sur la surveillance électorale et ce, dans la perspective des législatives prochaines. Maladie inflammatoire aiguë s'attaquant aux yeux, la conjonctivite couramment appelée Apollo réapparaît en cette saison des pluies. La maladie touche de plus en plus de personnes. Alors que faire pour l'éviter? Éléments de représentation dans cette édition. Et puis un tournoi de football intersecteur s'est achevé le week-end dernier dans la commune de Ratoma. Placé sous le sceau de la paix, ce tournoi a été organisé par le gouvernorat de la ville de Conakry. L'équipe de Nongo secteur Kofi Annan opposée à son homologue de Lambani. Telle était l'affiche de la finale. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Chapitre politique dans cette édition, nous sommes à jour J-31 des élections législatives et déjà plus de 5 millions d'électeurs ont été enrôlés sur le fichier et les listes seront affichées cette semaine. C'est en tout cas ce que vient d'annoncer la CENI. L'institution électorale se veut rassurante. Elle s'active dans les derniers préparatifs pour le respect de la date du 24 septembre prochain. Fanta Conté. Le compte à rebours est lancé pour les élections législatives. 31 jours nous séparent de la date du 24 septembre que les Guinéens attendent avec impatience. Plusieurs fois reportée, la CENI est en train cette fois-ci de mettre les bouchées doubles pour être dans le temps. Déjà, l'impression des listes pour la zone spéciale de Conakry est achevée. Elles seront affichées provisoirement mardi et les préfectures de l'intérieur du pays suivront les jours prochains. Malgré ces avancées, certains doutent encore de la crédibilité du fichier électoral. Moi, je voulais le rassurer quand même. C'est vrai que quand on est dans une compétition, on ne se fait pas confiance. Et il y a beaucoup de spéculations autour de cela, mais la CENI est en train de prendre des dispositions pour rassurer l'ensemble des électeurs et aussi les compétiteurs qui sont les partis politiques. Nous avons déjà un comité technique de suivi où il y a 4 experts qui sont représentés. Cette fois-ci, il y a eu beaucoup de mesures de sécurisation et de contrôle de fichiers. Pour éviter les désagréments rencontrés par les électeurs lors de la présidentielle dernière, la CENI a pris quelques dispositions, notamment liées au bureau de vote. C'est le lieu de dire que la CENI, quand même, a hérité d'un fichier qui n'était pas très bien déjà. Donc, nous avons essayé de rapprocher les électeurs. La distribution est initialement prévue dans le chronogramme le 9. Pour nous rendre effectifs sur l'ensemble du territoire, nous avons maintenu la date du 11 septembre jusqu'au jour du vote. Sur le plan logistique aujourd'hui, les commandes sont déjà lancées par rapport au titre des bureaux de vote. La liste électorale des Guinéens de l'extérieur est déjà imprimée. Quant aux difficultés financières auxquelles l'institution était confrontée à cause de la revue de son budget, de 17 à 12 millions de dollars, la directrice adjointe de la planification précise. Nous avons reçu la participation de l'État guinéen, qui est de 41 milliards déjà. Il y a l'Union européenne qui s'est positionnée pour 600 000 euros. L'acheminement aussi du matériel sensible, le bulletin, les urnes, les kits des bureaux de vote sera assuré par le PNUD jusque dans les préfectures. L'État a pris en charge le financement des kits des PV. Nous avons tous nos consommables, tout ce qui est lié à l'impression des listes prêtes à Conakry dans nos magasins au site central. Avec l'ambassade de France qui a donné 250 000 euros pour sa contribution pour le vote des Guinéens de l'extérieur. La centralisation est en cours de finalisation, tous les équipements liés à la centralisation. Il y a l'USAID qui se positionne pour une valeur de 205 000 dollars. Avec la réalisation de ces activités inscrites dans le chronogramme, tout porte à croire que la date du 24 septembre est réaliste si les accords politiques sont respectés par les acteurs. La campagne électorale devrait démarrer probablement le 24 août prochain. Politique encore, après les maîtres formateurs de l'opposition, c'est de tour ce lundi de ceux de la mouvance de recevoir des notions sur la surveillance électorale. Au moins une cinquantaine de personnes prennent part à cet atelier de 2 jours initié par le NDI, National Democratic Institute, compte rendu à Djiratouba. Les partis n'ont pas toujours attaché le poids qui convient justement à cette mission de surveillance des élections par des délégués des partis politiques. Eh bien, les crises de confiance se perpétuent et dégénèrent.
en contestation électorale qui induisent les guerres. Des délégués incontournables dans la transparence des prochaines législatives, d'où la série de formations entamée par le National Democratic Institute NDI à l'endroit des représentants des partis politiques. Du fait qu'eux, ils relèvent les irrégularités et qu'ils en font cas dans leur rapport, eh bien, les partis politiques ou les candidats qui les ont positionnés ont de la matière pour substanter, c'est-à-dire pour donner du poids à leur recours devant le juge du contentieux électoral. On se trompe en Afrique en croyant que c'est les déclarations des observateurs nationaux et internationaux qui vont emporter l'annulation des élections. Non. Ce type de formation, c'est pour renforcer la capacité des représentants des membres des partis politiques de participer comme les délégués dans les bureaux de vote pour qu'ils surveillent le processus pendant le vote, le jour du scrutin. Alors, ça les soutiennent à contribuer à un processus électoral qui est transparent, pacifique et crédible. C'est la base de la démocratie. Ce lundi, c'était au tour des maîtres formateurs de la mouvance d'être outillés en stratégie de surveillance électorale. Des participants dont les attentes sont grandes. Nous allons faire appel aux cadres et pour que eux, à leur tour, essaient aussi de faire passer le message de la formation afin que dans le bureau de vote, nous n'ayons pas des personnes qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que le processus électoral. Cet atelier qui entre dans le cadre du programme Recopel vise à faciliter l'acceptation des résultats par les différents partis politiques à travers la mise en place d'un dispositif de surveillance fiable. Dans le même registre, la jeunesse de Matam appelle à voter pour les candidats du RPG Arc-en-Ciel lors des législatives du 24 septembre prochain, réunis au sein de la coalition des jeunes de la commune de Matam pour le développement. Elle a organisé dimanche un meeting de sensibilisation et d'information des citoyens autour du projet de société du chef de l'État, une rencontre qui a connu la présence de Malik Sankon et de Soriba Sorel Kamara, tous deux membres du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel. Reportage Mamadi et Kamisoko. Cette manifestation politique de soutien aux actions engagées par le président de la République depuis son avènement à la tête de la Guinée marque la signature de la coalition des jeunes de la commune de Matam pour le développement intégré. Les initiateurs sensibilisent les populations à se mobiliser en faveur du parti au pouvoir lors des échéances électorales du 24 septembre. Selon eux, seule une majorité confortable du RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale peut permettre au chef de l'État de bien poursuivre ses réformes de refondation de la nation guinéenne. Nous lançons un appel pressant à tous les compatriotes, particulièrement aux populations jeunes, femmes et sages, à ne pas céder à la manipulation, aux mensonges, aux incitations à la violence et à la division, mais de suivre et soutenir sans réserve le programme de société de l'Alliance RPG Arc-en-Ciel qui traduit à juste valeur les besoins du peuple de Guinée. L'heure est à la mobilisation de chacun et de tous pour œuvrer ensemble en vue d'une victoire éclatante du RPG Arc-en-Ciel lors de l'élection législative du 24 septembre 2013. Cette rencontre a été mise à profit par les responsables du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel pour expliquer le combat que mène le gouvernement de la Troisième République dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, la lutte contre la corruption et la gabegie financière entre autres. Toute la bagarre aujourd'hui que vit le professeur Alpha Condé est une bagarre concentrée sur sa personne parce qu'il refuse de vendre la Guinée. Comment ils ont voulu céder notre pays à travers Simandou 1, Simandou 2 ou le BSGR. Donc pour l'instant, ce n'est qu'une entrée en matière. Nous allons approfondir dans les jours à venir. Alpha Condé est l'homme idéal pour ces 10 prochaines années. Ceux-là qui travestissent son mouvement ou son action auront des comptes à rendre durant la campagne. Nous exposerons devant le peuple de Guinée ce que chacun a fait. En avant-goût de la campagne électorale qui démarre dans quelques jours, les candidats de Matam sur la liste du RPG Arc-en-Ciel ont été présentés à l'assistance, le tout sur fond de prestations artistiques enrichissantes.
À propos justement de ce scrutin législatif, l'UPR, parti présidé par Ba Ousmane, a tenu le week-end dernier son assemblée générale à la Minière, toile de fond de la rencontre, les stratégies à mettre en place pour ratisser large dans la perspective des législatives prochaines. Le président du parti en a profité pour appeler ses militants et sympathisants à se mobiliser massivement lors de ce scrutin. Abdourahmane Ba. Au cours de cette énième assemblée hebdomadaire de l'UPR qui s'est déroulée dans une ambiance festive, il était question d'expliquer la vie du parti qui est axée sur la citoyenneté et les nouvelles adhésions au sein du parti. Le plan stratégique et le mode opératoire sur le terrain ont aussi été revus. D'un élu local à un autre, chacun a donné sa propre stratégie de campagne devant l'Assemblée, à l'image du représentant du parti à Télémélé. Concernant la circonscription de Télémélé, nous allons vers la notabilité. L'IBR existe. Elle ne s'implante pas, c'est pas le jour de s'implantation. Mais c'est le moment de soutien et d'entretien de les structures de l'UPR. Vu les enjeux des prochaines élections législatives en cours, le candidat ID a décidé de mettre en place une commission de réflexion qui aura pour charge de faire une étude profonde, une évaluation de la situation de l'ICI. Après ces interventions, l'honneur est revenu au président Elhadji Ba Ousmane de saluer l'engagement de ses représentants à l'uninominal avant d'inviter ses militants à se mobiliser pour une victoire écrasante aux prochaines législatives. Selon lui, l'UPR est un parti de grande compétition. Je voudrais tout d'abord féliciter très chaleureusement tous les candidats investis aussi bien sur la liste nationale du parti qu'au niveau des circonscriptions électorales en qualité de candidat élu. Je voudrais également saluer et féliciter ceux-là qui aujourd'hui ont pris la décision d'adhérer à l'UPR. Poursuivant son intervention, Ba Ousmane a encore demandé à ses élus locaux de, je cite, se rincer les yeux. Il y a des détracteurs qui veulent attirer le parti dans les cimetières. Je prédis aussi de l'autre côté deux choses. La première, c'est de dire qu'ici ressemblerait à un terrain vide. On nous avait dit également que le fameux Ba Ousmane n'aurait jamais été même pas un chef de secteur. Là également, la démonstration a été faite que Allah le Tout-Puissant est un et que c'est lui qui dispose des destins des uns et des autres. Cette rencontre hebdomadaire s'est soldée par des séances de photos de famille des membres du parti. Dans l'actualité également, les rideaux sont refermés le week-end dernier sur la conférence de l'entrepreneuriat social. Une vingtaine de jeunes diplômés venus des 4 régions du pays ont été formés en entrepreneuriat, une formation initiée par le mouvement Oser Innover à Kondeya dans la préfecture de Kindia. C'est la ministre de l'Industrie et des PME qui a présidé la cérémonie de clôture. Le compte rendu de notre envoyé spécial, Mfali Kilavuki. L'objectif du mouvement Oser Innover est d'encourager la jeunesse guinéenne à résoudre ses problèmes à travers l'entrepreneuriat social. Après cette formation de 5 jours, la structure entend accompagner les participants à créer leur propre entreprise. Une action qui vise à réduire le taux de chômage. Elle permet également aux jeunes de participer de façon active au développement socio-économique du pays. Les entreprises qui font non seulement un bénéfice financier, mais aussi fait du social, c'est quelque chose qui est beaucoup pratiqué dans les pays émergents et nous voulons que Guinée fait partie de ça maintenant. Nous voulons motiver les jeunes de prendre leur avenir dans leurs propres mains. L'attente, c'est que chacun de eux vont démarrer une entreprise sociale qui va générer un bénéfice et aussi avoir un grand impact social, soit sur l'éducation, soit sur la sécurité alimentaire. L'entrepreneuriat social est une réponse efficace aux problèmes de la jeunesse qui manque de repères faute de politique d'emploi. Président de la clôture de la conférence, la ministre de l'Industrie est revenue sur les enjeux de l'entrepreneuriat. Il y avait plus de 1000 jeunes. Sur les 1000,
Il y a eu des sélections à différentes phases et on se retrouve aujourd'hui avec 20. J'ai parlé bien sûr d'un nouveau projet que le gouvernement vient de mettre en place à travers un financement Banque mondiale qui s'appelle le développement des petites et moyennes entreprises. Et ce projet pourra bien sûr collaborer très étroitement et surtout offrir des services à cette structure Oser Innover. Le soutien du département de l'industrie et des PME galvanise les espoirs. Au sortir de la conférence, certains jeunes se montrent rassurants quant à leur participation au développement socio-économique du pays. Aujourd'hui, nous savons que la jeunesse a beaucoup de problèmes de chômage et les gens ont des difficultés à trouver de l'emploi. Demain, au lieu que nous soyons des rechercheurs d'emploi, il faut qu'on suscite des idées nouvelles pour créer nous-mêmes des emplois et employer nos amis qui n'ont pas eu de boulot. L'espoir est donc permis avec le mouvement Oser Innover. La structure mettra au défi les jeunes à devenir des acteurs dans leur économie tout en combattant la pauvreté en Guinée. Au chapitre des faits divers, un présumé groupe de bandits mis aux arrêts au nombre de 20 ans, ils sont pour la plupart des agents de sécurité. Ils ont été interpellés le week-end dernier à la Direction nationale des mines par une patrouille de la garde présidentielle. Ils sont accusés de vol de carburant, des faits que les intéressés ont nié. Explication Mohamed Malik Diallo. Un réseau de vol de carburant évoluant au port autonome de Conakry vient d'être démantelé au niveau de la Direction nationale des mines par une équipe de la garde présidentielle qui effectuait une patrouille dans la nuit du vendredi au samedi. 19 policiers, tous du commissariat central de Kaloum, de la brigade de sécurité et d'intervention de la police et certains policiers qui assurent la sécurité au gouvernorat de la ville de Conakry ont été mis aux arrêts pour piratage des installations d'hydrocarbures qui relient le port autonome de Conakry au dépotoir central de la société guinéenne d'hydrocarbures. Grâce à un mécanisme bien orchestré composé de groupes électrogènes, de motopompes, d'installations électriques, d'un nombre important de fusées et de bidons, de citernes de plus de 50 000 litres et de personnes armées qui surveillent les alentours, des quantités importantes de carburant se volatilisent par jour. L'enquête est déjà ouverte pour connaître les implications dans ce scandale, mais d'ores et déjà, il est difficile d'évaluer l'ampleur des dégâts. Ce système existe depuis 18 mois, à en croire le Haut Commissariat de la Gendarmerie nationale. Il y a une complicité. Quand on sait que déjà les gens utilisaient une motopompe qui date après la Seconde Guerre mondiale, c'est des moteurs qui sont assourdissants. Vous ne pouvez pas me dire qu'on peut allumer ce groupe électrogène-là qui a un bruit assourdissant et que les cadres du ministère des Mines ne soient pas informés de ce qui se passe réellement. Des accusations que nient en bloc les officiers et agents de police qui sont détenus au PM3 de Matam. Ils affirment que les vrais auteurs du forfait sont en cavale et qu'ils étaient justement en mission pour les interpeller. À 2h35, une équipe de bœufs rouges de 5 véhicules, tous armés jusqu'aux dents, sont rentrés nous demandant, accompagnés par un adjudant-chef qu'on appelle De Gaulle. Je suis venu auprès de lui, je me suis présenté en lui disant que c'est la police qui est là, nous avons pris quelque chose vraiment, nous devons faire le compte rendu de la chose qu'on a trouvée ici comme étant le vol. Lui dit maintenant, alors vous déposez ça à notre niveau. Et ainsi, les agents et moi, nous avons dit, nous ne pouvons pas déposer à votre niveau parce que ce n'est pas votre travail. C'est le travail de la police et de la gendarmerie. Les 19 policiers étaient en compagnie d'un marin et d'un chauffeur de minibus. Accusé de complicité, le conducteur soutient avoir été contacté par l'un des agents de police pour transporter les fuites, moyennant un paiement de 400 000 francs guinéens. Il aurait d'ailleurs informé son patron avant de s'y rendre. C'est la première fois que je déplace d'aller prendre carburant. Comment s'appelle le conducteur qui vous a déplacé? Je ne connais pas son nom, voilà lui. Le conducteur du minibus fait ainsi allusion au commissaire Moriba Kissing Kamara qui lui explique avoir instruit ses agents de lui trouver un moyen de transport pour amener les fuites à la sûreté centrale et se défend d'avoir communiqué avec le conducteur. Le transport des colis dans la charrette ou sur la tête, un métier très convoité par bien des jeunes faute d'emploi décent. Plusieurs jeunes exercent ce métier pour subvenir à leurs besoins. Certains ont même réalisé leurs rêves. La débrouillardise des jeunes charretiers de Madina et les difficultés quotidiennes. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Mfali Gilavouki. Le transport des colis dans des charrettes, un métier très prisé à Conakry et qui permet aux jeunes de subvenir à leurs besoins. C'est nous qui prenons bagages dans le marché. Il n'y a pas le moyen d'aller là, c'est pour gagner les dépenses. Si on reste dans la maison, il n'y a pas quelqu'un qui nous donne quelque chose là-bas. Donc on est obligé de venir dans le marché pour faire ça.
Il est 9h, le marché Madina ne désemplit pas. Les rues envahies de jeunes, munis de charrettes remplies de bagages de toutes sortes. Chacun se démerde quotidiennement. J'étais à l'école jusqu'en 10e parce qu'il n'y avait pas de moyens de soutenance pour moi. C'est pour cela que j'ai abandonné l'école. Je fais le travail là pour gagner un peu de besoin pour moi, pour que je puisse ne pas voler quoi. Par jour, je peux gagner peut-être 60 000, 70 000 jusqu'à 90 000 francs. Une certaine complicité existe entre les propriétaires des colis et les charretiers. Quand on paie les marchandises, nous les remettons aux charretiers. On paie 30 000 par colis. Si nous ne les suivons pas, ils peuvent disparaître. Ce petit métier est aussi exercé en cette période de grandes vacances par de nombreux élèves qui d'ores et déjà travaillent d'arrache-pied pour préparer la rentrée prochaine. Je suis élève, je fais la 12e sciences sociales. Je fais les études normales, autant des études. Maintenant, pendant les vacances, je viens au moins, je me débrouille aussi. Quand on vient, par exemple, à 8 heures, on a peut-être 6 heures de travail avant de se retourner. Quand on a les 30 000 à la poche, peut-être ça pourra nous satisfaire la nuit à la maison dans certaines régions. Mais quand on a au-delà de 30 000, on divise les 50 000 par deux. Les 30 000, on encaisse. Maintenant, les 20 000, on met dans la poche. Je travaille ici. Au lieu de rester à la maison, faire les banditismes, voler ou bien fumer les drogues, il faut mieux que je vienne à Madina, je me débrouille ici pour gagner un petit argent pour satisfaire mes besoins, quoi. Comme ses élèves, Gassim lui s'est spécialisé dans la vente d'eau des robinets aux familles voisines de la SIG Madina. Il entend sous peu retourner à Dinguiraye avec ses fournitures scolaires. Je viens de Dinguiraye, je suis un élève, je suis venu en vacances. On pousse le sarat pour vendre l'eau, quoi. Si je gagne un peu de somme, je vais acheter des bics avec les tenues, d'aller au village. Parce que mon père, mes parents n'ont pas tellement de moyens. Je ne vais pas s'asseoir à côté de eux comme ça, sans venir chercher un peu de les aider, quoi. Bien que rentables, les charretiers sont conscients des conséquences de leur métier. Ça joue sur moi un peu, quoi, parce que deux fois, en me couchant quand même, j'aurai un peu de fatigue, quoi. Si je ne prends pas les médicaments, ça ne va pas sur moi, quoi. Si je pousse dans toute la journée, donc le soir j'achète les médicaments parce qu'il n'y a pas un autre travail, sinon c'est le travail là, c'est très très difficile, quoi. Ce n'est pas le seul problème. Le vol est aussi récurrent au sein de leur corporation, d'où le cri de cœur de ces jeunes auprès des décideurs. Si le gouvernement peut nous aider d'avoir des emplois à travailler, comme de faire ouvrir les sociétés, je peux me lancer sur ça, quoi. J'ai mon espoir dans la vie, parce qu'en tant qu'un homme, tu vis dans la vie, tu as un espoir. En attendant, ces jeunes charretiers bravent la pluie pour se faire une place au soleil. Il faut dire qu'il n'y a pas de ce métier, n'est-ce pas, Mfali? Autre fait marquant de l'actualité, le tronçon Matam-Madina se dégrade inexorablement, nid de poules et autres trous béants affichant un spectacle de désolation qui ternit l'image de la capitale. Les usagers de ce tronçon vivent un calvaire quotidien, surtout en cette saison pluvieuse. Conséquence de cette situation, le carrefour Constantin est utilisé, vous allez le voir, à dessein par certains chauffeurs de taxi. Le constat dans ce reportage de Benoît Silla. Ce n'est pas une rase campagne, c'est bien le centre-ville de Conakry, la capitale guinéenne, autrefois considérée comme la perle de l'Afrique de l'Ouest. La route du Niger est depuis 2 ans maintenant abandonnée. Cette voie qui traverse Madina, le plus grand centre commercial du pays, se dégrade à ciel ouvert. Des nids de poules et autres troupeaux qui s'étendent à perte de vue. Les fossés sont bouchés et l'eau coule sur la chaussée, une situation que déplorent les usagers. Moi, je suis vraiment indigné. Je suis mécontent de voir l'état de la route comme ça. Mais moi, je dirais aux Guinéens de ne pas laisser tout à l'État. Même les commerçants qui sont là, ils peuvent se mobiliser, se donner la main, voir ce qu'ils peuvent faire pour au moins améliorer un peu la circulation ici. Parce que les patrons de ce pays ne passent pas par là. C'est vraiment lamentable, c'est déplorable. On ne dirait même pas que le service DTP existe. La route là est abandonnée depuis l'année dernière. Toute la saison sèche, on a passé sous la poussière ici. Voilà l'hivernage, nous sommes trempés. La route du Niger est complètement abandonnée. Et nous demandons aux autorités de penser à ça avant qu'il soit trop tard, qu'elle soit coupée complètement.
La dégradation de cette voie est un calvaire pour les chauffeurs et commerçants dans leur quotidien. Le tronçon est coupé en deux. Les chauffeurs ne rentrent plus à Madina. Ils débarquent les passagers au rond-point Constantin où ils doublent le transport. L'inquiétude est grande de ce jeu quant à l'éventuelle révolte de la population contre cet état de fait. On ne comprend plus rien actuellement de la situation de la Guinée. La route est gâtée et si la population se révolte pour ça, quelle sera la suite? Population nous, la dégradation du réseau routier se généralise de plus en plus dans le pays, un phénomène qui occasionne les accidents de la circulation parfois dramatiques et autres embouteillages dans les zones urbaines, sans compter la réduction du flux de l'échange commercial alors que 5% du budget 2013 est alloué à la construction et à la réhabilitation du réseau routier guinéen. Volet santé de cette édition, plutôt l'épidémie de la conjonctivite couramment appelée Apollo refait surface en cette période hivernale. Cette maladie inflammatoire aiguë s'attaque aux yeux. Alors, que faut-il faire pour l'éviter? Comment lutter contre cette maladie? Élément de réponse dans ce reportage de Marichila Fofana. Honnêtement, j'ai vraiment mal. Et même la lumière maintenant là qui est en train de jouer sur mes yeux, ça me fait très mal. Et on dirait qu'il y a des grains de sable dans l'œil. Comme Jean-Pierre Guilavogui, ils sont nombreux les patients qui présentent les mêmes symptômes aux yeux. Tous les ans, en période hivernale, une épidémie de conjonctivite couramment appelée Apollo touche les populations des zones tropicales. Une maladie inflammatoire qui s'attaque aux conjonctives. Elle se manifeste par la photophobie, la rougeur des yeux et la présence constante de pus dans les yeux. Selon les médecins spécialistes, la conjonctivite peut être contractée par plusieurs manières. Ces conjonctivites, leur mode de contraction, généralement, c'est le mode direct, c'est-à-dire d'une personne malade à une personne saine. C'est le mode de contamination le plus fréquent. En plus du premier mode de contamination dont je viens de parler, il y a donc le deuxième mode de contamination qui est la contamination indirecte. Là, c'est d'une personne saine aux objets sués. Vous, par exemple, vous avez une conjonctivite bactérienne ou une conjonctivite virale, vous utilisez un mouchoir, que j'utilise également le même mouchoir et orienté vers les yeux, ipso facto, je vais contracter la conjonctivite dont vous souffrez. Selon cet ophtalmologue, il existe plusieurs types de conjonctivite. Il y a les conjonctivites bactériennes, les conjonctivites virales, les conjonctivites filamenteuses, les conjonctivites fongiques, les conjonctivites mycosiques et les conjonctivites herpétiques. Cette épidémie concerne la conjonctivite virale, une affection qui ne fait pas désemplir les centres spécialisés du pays. À la clinique ophtalmologique Bartimé, par exemple, la conjonctivite est la première cause de consultation en cette période. Le traitement de cette pathologie se fait au moyen d'antiseptiques. Pour toute affection virale, le traitement n'est que symptomatique. Du moment où c'est viral, il y a un cycle que toute affection virale respecte. Tant que le cycle n'est pas atteint, vous ne pouvez pas interrompre. Puisque ça respecte un cycle, ça veut dire quoi? Que vous n'allez pas donner un médicament qui va tout de suite arrêter le processus. Mais vous faites un traitement symptomatique. Pour cette conjonctivite virale, vous donnez purement et simplement des antiseptiques oculaires pour éviter la surinfection. Cette maladie a fait son apparition dans les années 70 après le premier voyage de l'homme sur la Lune. Les premiers cas de conjonctivite ont été enregistrés au Ghana avant de se propager dans toute l'Afrique. La prévention étant la meilleure stratégie pour le bien-être sanitaire, il est conseillé d'avoir une bonne hygiène de vie pour éviter la conjonctivite. Sport football, le tournoi intersecteur a pris fin le week-end dernier dans la commune de Ratoma, placée sous le signe de la paix. Ce tournoi a été organisé par le gouvernorat de la ville de Conakry. L'objectif de la démarche est de renforcer les liens entre les jeunes de Nongo Centre, Nongo Tadi et Lambagny. La finale a opposé l'équipe de Nongo Secteur Kofi Annan à celle de Lambagny Fanta Conté pour le compte rendu.
Ce tournoi de football doté du trophée La Paix vise à sensibiliser les jeunes de la commune de Ratoma qui ont souvent été pointés du doigt dans les manifestations. En témoignent les récentes violences dans le quartier Nongo pour réclamer l'électricité. Cette initiative est une manière pour le gouvernorat de la ville de Conakry de renforcer les liens entre les jeunes de Ratoma afin qu'ils soient des jeunes responsables promoteurs de la non-violence. Un acte hautement salué par les quartiers bénéficiaires. Nous vous assurons une fois de plus, Monsieur le gouverneur, de notre engagement et de notre disponibilité à vos côtés pour prôner la paix et l'unité d'action du changement dans nos différents quartiers en particulier et dans la vie de Conakry en général. Nous sollicitons auprès de vous la multiplication de telles actions juvéniles pour renforcer la cohésion entre les jeunes qui constituent le fer de lance du changement. Nous avons compris que descendre dans la rue, barricader les routes, brûler les pneus, casser les biens publics et les biens d'autrui ne sont pas des moyens pour trouver la solution à nos problèmes, mais plutôt mettre le pays en retard. Quant au gouverneur de la ville de Conakry, il a invité les populations de Nongo à toujours prôner la paix. Commandant Sekou Espo Camara les a aussi exhortés à voter pour le RPG Arc-en-Ciel lors des élections législatives prochaines. Je demande de continuer vraiment à préserver, à cultiver que la paix. Et nous demandons les vraies populations de Nongo, bientôt, le 24, les campagnes vont commencer. Nous comptons entièrement sur la population de Nongo pour donner un résultat écrasant lors du 24 septembre prochain pour donner la majorité à l'Assemblée au professeur Alpha Condé. Cette finale a opposé l'équipe de Nongo secteur Kofi Annan à son homologue de Lambani et c'est l'équipe de Nongo qui a triomphé sur le score de 4-2. L'équipe d'Ayant a eu une enveloppe financière de 5 millions de francs guinéens et celle vaincue, elle, s'est contentée de 2 millions de francs guinéens. Un reportage signé Fanta Conté, c'est ainsi que se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir.